soir, c'est la deuxième conférence de notre cycle sur les élites. On a voulu créer, voilà, comment est-ce que la philosophie pensait le phénomène des élites. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir donc, de recevoir Barbara Stiegler, que je remercie dans tout l'assaut pour être venue ce soir, pour nous parler de ce thème, démocratie et idéologie, darwinisme et politique. Et à travers un débat qui oppose deux auteurs américains, environ dans les années, plutôt dans les années 1920, Walter Lippmann et John Dewey. Donc le premier est un journaliste américain, l'autre est un philosophe, et les deux se sont pas disputés, mais disons ils ont eu des échanges sur la manière dont Darwin devait être lu en politique. Quel usage on peut faire de Darwin en politique, et faut-il avoir une lecture de Darwin qui insiste sur une adaptation plutôt passive des individus à l'environnement, et donc du coup un rôle accru des experts, ou au contraire faut-il donner plus de pouvoir au public et plus de pouvoir en démocratie aux citoyens. Donc je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vais commencer tout de suite par la première question. On va procéder en deux temps. D'abord, on va présenter le débat entre Dewey et Lippmann, et ensuite le rapport que ça a à Darwin. Donc la première question, ce sera autour de Walter Lippmann. Qui était-il et quel rôle a-t-il joué dans la naissance du néolibéralisme? Merci beaucoup pour votre invitation et pour tout ce que vous faites. Donc j'ai commencé à découvrir récemment les activités de l'association et je suis vraiment admirative de tout ça. Donc merci. Alors qui était Walter Lippmann et quel rôle a-t-il joué dans la naissance du néolibéralisme? Alors, Walter Lippmann est un nom qui peut-être ne vous dit rien. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce nom-là. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Je ne connaissais pas non plus. Mais c'est quelqu'un qui est, par contre, relativement connu aux États-Unis. C'est un personnage qui est central dans l'histoire de l'Amérique, des États-Unis, au XXe siècle. Il a eu un rôle absolument central. Alors, qui est-il, ce Walter Lippmann? Pour aller vite, on pourrait dire que c'est un journaliste. C'est un simple journaliste. Et je me retrouve à faire un livre en ce moment sur un journaliste, que vraiment me surprend moi-même. Je n'avais pas prévu de faire ça, parce que normalement je fais des livres sur des philosophes. Donc, pourquoi je m'intéresse à ce journaliste? Eh bien, parce que, comme je viens de le dire à l'instant, il a un rôle historique central tout au long de l'histoire du XXe siècle. Alors, je vous donne des exemples assez spectaculaires. Par exemple, c'est lui qui négocie l'entrée de la... qui négocie les détails de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Et il dirige à ce moment-là un immense cabinet d'experts qui vont être chargés de travailler notamment sur les mentalités des Américains pour que les Américains acceptent l'entrée dans la guerre. C'est Lippmann qui fait ça. Par ailleurs, il prend régulièrement le thé avec tous les présidents américains jusqu'à la guerre du Vietnam, jusqu'à sa mort. Il a un poids fondamental d'influence sur tous ces grands événements. Alors ça, c'est le premier point. Donc il est journaliste, mais en réalité, il est aussi diplomate, et en réalité, c'est un conseiller de premier plan pour toutes les grandes décisions de l'histoire américaine. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est également l'auteur de nombreux livres, et de livres absolument passionnants, qui sont, disons, si vous voulez, des essais relativement accessibles pour le grand public. Voilà, ça ressemblerait plutôt à des essais. Ce n'est pas véritablement des livres de philosophie, mais il est très influencé par la philosophie. Il a des références philosophiques qui comptent beaucoup pour lui. Et donc il écrit régulièrement des livres, dans lesquels il change régulièrement d'avis. Non pas, à mon avis, par opportunisme, c'est pas un opportuniste qui cherche à se faire bien voir, et parce que réellement sa pensée est au travail, et que, selon les événements historiques, il va transformer sa pensée. Il a une vraie pensée politique. Et il écrit un livre en 1937, malheureusement, qui est traduit en français, sous le nom de La Cité libre, qui malheureusement est extrêmement mal traduit. Lippmann, ça s'écrit, c'est important comme je le dis, L-I-2-P-M-A-2-N. Et ce livre, La Cité libre, va avoir une influence historique considérable.
ce livre va avoir un succès considérable auprès d'un certain nombre d'intellectuels dans le monde entier, qui sont des libéraux et qui pensent que le libéralisme classique et la forme que le capitalisme a pris sous l'influence du libéralisme classique est en crise. On est en plein dans les années 30, hein, la Grande Dépression. Et donc ces libéraux veulent sauver le libéralisme du libéralisme lui-même. Ils veulent refonder le libéralisme, ils veulent inventer un nouveau libéralisme, ils veulent inventer ce qu'ils vont appeler un néolibéralisme. Et ils vont trouver dans Lippmann les outils théoriques pour penser ce nouveau libéralisme. Donc, on est un certain nombre à considérer que Lippmann a eu un rôle, c'est assez incontestable, a eu un rôle central dans la naissance du néolibéralisme. Ce serait tout à fait exagéré de dire que Lippmann a inventé le néolibéralisme, puisque aucun individu n'invente tout seul quelque chose, toujours des affaires collectives, mais il a eu un rôle central dans la naissance du néolibéralisme, et ça a été parfaitement bien montré par quelqu'un que vous connaissez tous, j'imagine, Michel Foucault, dans son cours du Collège de France de 1879, qui s'appelle « Naissance de la biopolitique », où Foucault, devant le public du Collège de France, est vraiment entré dans le détail de ce qu'on a appelé, enfin de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes, le colloque Lippmann, qui s'est tenu à Paris en 1938, à la veille de la Deuxième Grande Guerre mondiale. Donc tous ces gens sont réunis. Vous avez des gens comme Hayek, vous connaissez peut-être, hein, des gens vraiment de quoi, qui sont réunis là et qui disent on va à la catastrophe, il va y avoir une nouvelle guerre mondiale, il va y avoir des massacres à nouveau. Le capitalisme est impliqué là-dedans. Le libéralisme est fautif. Ça a permis, ce libéralisme a créé la montée des extrémismes, des nationalismes, des fascismes, etc. On va à la catastrophe, il faut sauver le monde, il faut sauver le libéralisme, il faut sauver le capitalisme de lui-même, ces mauvais démons. Donc inventons un nouveau libéralisme. Colloque Lippmann, ça c'est très bien, il est disponible en librairie, vous pouvez l'acheter, c'est absolument passionnant. Et c'est un travail que l'on doit à Serge Audier, qui est maître de conférence, professeur, je ne sais plus, à la Sorbonne, qui est un spécialiste du néolibéralisme, qui connaît tout ça dans tout ça. Donc voilà qui est Lippmann. Je pense que j'ai à peu près. Oui, très bonne, très complète. Et du coup, et donc ma deuxième question, je vais prendre le micro. Quelles sont ses positions sur le rôle des experts et la prise de décision politique? Ouais. Alors ça, c'est une question absolument centrale. Lippmann est quelqu'un qui s'est passionné sur la question de ce qu'il appelle lui-même les experts, le rôle des experts. Il pense que les experts doivent avoir un rôle central dans le gouvernement. Avant même qu'existe quelque chose comme un néolibéralisme. Parce que, en fait, il faut bien que vous compreniez que les livres importants de Lippmann, 1920-1930, il y en a fait d'autres après, les années 40-50, mais les livres, moi, qui m'intéressent, années 20, années 30, le néolibéralisme n'existe pas encore. Donc on est à la préhistoire, d'après moi, du néolibéralisme. Et donc, ne retenez pas de ce que je viens de dire, Lippmann est néolibéral en 1910. Ce serait totalement anachronique. Le néolibéralisme naît après la Grande Dépression et même encore après. Hein. Il va véritablement s'inventer avec ce colloque. Donc, je reviens à Lippmann et aux années 20-30. C'est quelqu'un qui a énormément évolué sur la question des experts. Il a cherché, de manière assez honnête, une voie. Alors, je suis obligée de procéder par étapes. Je suis désolée, c'est un peu didactique et insolent, mais on ne peut pas... il ne faut pas caricaturer sa position. Et c'est très intéressant. D'abord, il faut savoir que Lippmann, dans les années 1913, c'est un progressiste. C'est un New-Yorkais, progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est plutôt ce qu'on dirait aujourd'hui à gauche. C'est-à-dire qu'il est très choqué par les grands barons, vous savez, de la finance qui ont construit le New York des années 20, les immenses gratte-ciels magnifiques qui sont construits sur des choses abominables d'un point de vue social. Bon, donc, Lippmann, il voit bien que ce capitalisme totalement destructeur va nous conduire à des catastrophes sociales. Il voit qu'il y a des ouvriers qui vivent des choses absolument dramatiques,
Il est extrêmement inquiet, donc il est pour un progressisme. Il est pour qu'on limite le travail des enfants, ce qui est une vraie question à l'époque. Qu'on limite la journée de travail, qu'on évite que des boulangers soient obligés de travailler 90 heures par semaine, j'ai oublié les chiffres exacts pour pouvoir survivre. Il est progressiste, c'est un homme, on dirait, de gauche. Hein. Il est même socialiste. Et ne croyez pas que ça n'existait pas aux États-Unis. Hein. Il y avait plein de socialistes à l'époque aux États-Unis. C'était un pays où le socialisme était très important. Ça, on l'a oublié. Les faits de mystification sont venus après le macartisme. Donc, il est, je reviens à mon propos, socialiste, et plus exactement, il faut être précis, il est socialiste fabien. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le fabianisme. La Fabian Society, ça vous dit peut-être rien. Alors ça, c'est totalement génial, c'est très intéressant. C'est le socialisme anglais de la fin du 19e siècle. Alors, c'est des gens qui ont vraiment une influence considérable, et sur Lippmann, et sur un autre personnage dont on va parler, qui s'appelle Dewey. Mais, en gros, c'est quoi l'idée? En gros, l'idée, c'est que le marxisme, c'est bien sympathique, mais le rôle des masses, c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'on est maintenant dans une société, la révolution industrielle a créé une société extrêmement complexe. Tout est compliqué. L'économie est compliquée, la société est complexe. C'est une sorte d'immense horloge, tellement compliquée qu'il faut beaucoup de savoir, beaucoup de science pour y comprendre quelque chose. Donc, il va falloir transformer la société, non plus par des révoltes de masse qui cassent tout sur un passage et qui ne comprennent rien, mais par un savoir expert, vous comprenez, de la grande société industrielle, qui est si compliquée. On pouvait tout transformer dans les petites sociétés simples du passé, par des émeutes, de la colère et des révoltes. Mais maintenant, il va falloir arrêter avec tout ça, il va falloir devenir beaucoup plus adulte, et il va falloir passer par un savoir scientifique extrêmement élaboré. Donc voilà, ça c'est le socialisme fabien, je ne pense pas caricaturer en vous disant ça. Et donc vous allez avoir une synthèse entre socialisme et sciences humaines et sociales. Sciences. Hein, les sociologues, les psychologues, les économistes deviennent des personnages absolument fondamentaux dans le socialisme et dans la gauche anglo-saxonne. D'accord? Donc Lippmann, il est là-dedans. Il est héritier de ça, et évidemment, ils font une critique, je vous l'ai dit, impitoyable du marxisme, et de la révolution, et des affects de colère, et tout ce qui va avec. D'où l'importance de l'expertise. Alors, ensuite, il y a un nouvel événement très important, c'est qu'en 1914, il y a quelqu'un qui s'appelle Graham Wallas, W-A-2-L-A-S. Alors, vous ne connaissez pas, hein, je pense que c'est tout à fait connu. Mais il a eu un rôle fondamental dans la pensée du XXe siècle sur des gens comme Lippmann. Graham Wallas, c'est un Fabien, d'ailleurs c'est un Britannique, un Anglais, et il va rompre avec les Fabiens. Il va rompre avec son propre fabianisme, parce qu'il va se rendre compte que cette histoire des experts, ça pose problème, parce que ça conduit à une confiscation de la démocratie. Parce qu'à partir du moment où ce n'est plus le public, les citoyens eux-mêmes, qui transforment la société, les experts, il va y avoir une espèce de division. Vous voyez, une question tellement importante aujourd'hui. Et pour Graham Wallas, c'est un vrai problème. Il va y avoir une crise de la démocratie liée à l'expertise. Donc Wallas cherche une solution dans un très beau livre qui s'appelle The Great Society. Malheureusement, on n'est pas traduit, la grande société. Il va chercher une solution pour préserver, pour qu'on arrive à s'organiser dans la grande société, c'est-à-dire la société produite par la révolution industrielle, extrêmement complexe, qu'on arrive à s'organiser dans cette grande société en mobilisant du savoir scientifique sans pour autant détruire la démocratie. C'est ça le problème de Wallas. Et du même coup, il va prôner une démocratie expérimentale dans laquelle les citoyens, les dirigeants co-élaborent, cherchent ensemble des solutions pour transformer la société. Alors, ah non, je sais. Non, je n'ai rien dit. Lippmann, peut-être que le véritable maître
de Lippmann, la personne qu'il a le plus admirée dans sa vie, c'est Graham. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir à quel point il avait trahi Graham. Donc il ne cesse de dire que c'est son maître, etc. Je crois qu'il vraiment, très profondément, il l'admirait. Il avait une admiration sans limite pour lui, sauf que ce qu'il va produire, les livres qu'il va produire ensuite, vont trahir. Et voilà ce que lui dira d'ailleurs. Il dira qu'il est profondément déçu, parce qu'ils avaient eu un séminaire ensemble à Harvard. Voilà, c'était un grand professeur, il avait un étudiant très brillant, Lippmann, et il avait dit, bon, vous êtes très prometteur, vous allez écrire des livres de philosophie politique, ça va être formidable. Et puis en fait, voilà, sera extrêmement déçu, très inquiet du discours politique de Lippmann par la suite. Donc, on a un livre qui, alors, lui, peut-être le livre le plus connu de Lippmann, dans les années 20, qui s'appelle Public Opinion. Alors, d'une manière complètement aberrante, ce livre n'est pas traduit en français. C'est absurde. C'est un livre, Public Opinion, qui a une influence mondiale. Alors, en particulier, justement, sur les élites mondiales. Les journalistes, tout ça, dans les écoles de communication, tout le monde connaît Lippmann, y compris en France. L'idée, c'est vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que ça c'est très connu, c'est Lippmann qui a inventé cette expression, c'est la manufacture du consentement. Ça vous dit peut-être quelque chose? Non, ça vous dit rien? Donc c'est l'idée que les élites doivent fabriquer le consentement des populations, des publics, aux décisions prises par les experts. À partir de, donc c'est dans les années 20, Lippmann va théoriser va dire ce qu'on appelle le peuple, ou ce qu'on appelle l'opinion publique, les deux n'étant pas exactement la même chose. C'est en réalité, ça dissimule un fait qui est gravissime, qui en réalité on a affaire à des masses. Et ces masses, contrairement à la pensée marxiste, n'ont aucun dynamisme, aucune capacité d'innovation, elles sont au contraire passives, profondément passives, chaotiques, elles partent dans tous les sens, et démobilisées, c'est-à-dire qu'elles ne s'intéressent à rien, elles sont fatiguées, de toute façon la société est trop compliquée pour elles, la grande société, elles sont sursaturées d'informations, elles n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur parle de leur intérêt à elles immédiat. C'est une masse d'individus atomisés qui ne peut plus s'impliquer dans la vie politique. Donc, il y a toute une théorie des masses dans ce livre, et ce qui caractérise l'essence de la masse de la grande société pour Lippmann, d'ailleurs les masses sont fabriquées par la grande société, vous n'avez pas de masse à Athènes, vous n'avez pas de masse dans les autres périodes au Moyen-Âge. La masse, c'est quelque chose qui a été produit par la révolution industrielle. Et ce qui caractérise cette masse pour Lippmann, c'est ce qu'il appelle le stéréotype. Une masse ne fonctionne que par stéréotype, c'est-à-dire par image figée, simplifiée et figée. La masse n'aime pas que les choses soient compliquées et que les choses soient en mouvement. Il faut que ce soit simple, et elle a une tendance à la stéréotypie, c'est-à-dire qu'elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard sur les événements. Elle a une vision sclérosée, finalement. Il y a une sorte de sclérose. Alors, vous pouvez être un individu tout à fait brillant vous-même, certainement vous l'êtes, mais dès que vous constituez une masse, vous avez cette stéréotype. Et c'est ce qui explique, pour Lippmann à l'époque, dans les années 20, le succès du fascisme, le succès de tous ces phénomènes catastrophiques pour Lippmann. Ce sont des phénomènes monstrueux produits par les masses. Donc, que faire avec ces masses? C'est ça la question. Ces masses qui en plus ont quelque chose de terrible pour Lippmann, c'est qu'elles sont dans le culte du chef. Elles adorent le chef. L'idée, c'est pas du tout que tout le monde s'en trouve, que les plus riches capitalistes écrabouillent, c'est pas du tout ça. Mon idée, c'est que notre espèce doit évoluer dans le bon sens. Il y a un sens de l'évolution. De la molécule jusqu'à l'humanité, pour Spencer, il y a un sens de l'évolution. Et ce sens, c'est qu'on est passé de quelque chose de mou, flasque et homogène à une vie de plus en plus complexe, hétérogène et spécialisée. Et pour Spencer, ça c'est magnifique.
Au début, vous avez des espèces de machins inorganiques qui ne ressemblent à rien. À la fin, vous avez des sociétés humaines où vous avez le boulanger, le boucher, le poissonnier. Dans les sciences, tout le monde est hyper spécialisé. Et donc, en style, la vie va finir par produire une immense société de coopération pacifique où tout s'emboîte parfaitement, comme une horloge. Donc il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de guerre, et il ne s'agit pas du tout d'écrabouiller les autres, au contraire. Ce sera une magnifique horlogerie, ce sera le grand capitalisme mondialisé qui fonctionne parfaitement bien, et où tout le monde a sa place, et où tout le monde joue son petit jeu dans la grande horloge. C'est pourquoi Spencer est un pacifiste, il n'aime pas les impérialistes, il n'aime pas les guerres, il n'aime pas que l'Angleterre écrabouille le monde entier, il n'aime pas les grands capitalistes américains qui se réclament de lui. Vous voyez? Donc vous avez cette ambiance à l'époque. Et pour des gens pour quelqu'un comme Lippmann, ce darwinisme, spencerisme sauvage, qui dégoûte Spencer, dégoûte évidemment Lippmann. Pour lui, c'est quelque chose d'abominable. Donc, la grande idée, c'est de sortir de ce darwinisme social complètement brutal et absurde, qui nous mène à la guerre, pour mieux comprendre Darwin, pour bien comprendre Darwin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est la caricature de Darwin. Ils n'ont rien compris, les gens qui raisonnent comme ça. Enfin, donc vous avez des gens subtils comme Lippmann, Graham Wallas, Dewey, qui disent revenons à Darwin et comprenons vraiment le sens de la révolution darwinienne. Son sens, c'est pas du tout que les capitalistes écrabouillent les pauvres. C'est pas ça du tout. Son sens, c'est que nous, citoyens, etc., nous venons de l'histoire de la vie. Nous sommes une espèce. D'accord? Et donc, en tant qu'espèce, nous avons des déterminations psychologiques qui sont liées à l'évolution de la vie. D'accord? C'est-à-dire, notre cerveau, il a été fabriqué par l'évolution du vivant. On a un héritage évolutif très important. On ne peut pas considérer qu'on est juste des sujets rationnels abstraits. On a toute une part animale dans notre manière de penser, de sentir, d'avoir des émotions, des affects, de réfléchir. L'intelligence est un produit de l'évolution. Donc il faut partir de ça. Or, nous avons été adaptés, donc le darwinisme, l'adaptation, l'espèce humaine a été adaptée pour vivre dans des petites communautés, stables, avec des habitudes. L'exemple, la petite communauté rurale fermée. Vous savez, le hameau où les agriculteurs, les paysans travaillent ensemble, s'entraident. Quand il y en a un qui a un problème avec sa charrue, les autres l'aident. C'est pas du tout une idéalisation, c'est une réalité. C'est vraiment l'idée que l'évolution a fait de l'espèce humaine une espèce sociale, adaptée à un environnement restreint. Les évolutionnistes, les psychologues évolutionnistes continuent à penser comme ça aujourd'hui. Ils disent on est adapté pour avoir 300 ou 400 ans. 300 à 1000, pas plus. Sinon, après, si on est dans une société qui dépasse, où on est dans des nombres immenses, on n'y arrive plus. Donc ça, c'est pour les interactions. Elles sont très importantes dans l'espèce humaine, mais notre cerveau ne peut pas aller plus loin. Et par ailleurs, pour le rythme, on a besoin de lenteur. Il faut que ça aille lentement. Si les changements sont trop rapides, si tout se modifie, les lois, la famille, les valeurs morales, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que notre espèce humaine produit un environnement, avec la révolution industrielle, elle a produit elle-même un environnement auquel elle n'était pas adaptée. Donc l'espèce humaine se retrouve dans une situation catastrophique. Vous n'avez aucune autre espèce qui a créé ça. L'espèce humaine a produit un environnement de vie dans lequel elle ne peut pas vivre, par rapport auquel elle n'est pas adaptée. Donc, il y a une immense crise, et voilà ça qui fait ce constat, celle de la désadaptation de notre espèce. Nous ne sommes pas, l'évolution nous a menés jusqu'à la révolution industrielle, mais elle s'est arrêtée. Nous n'avons pas réussi naturellement à nous réadapter. Donc il va falloir utiliser des artifices. Il va falloir réfléchir pour trouver des artifices pour résoudre ce problème. Et pour ces gens-là, donc, par exemple, la montée des totalitarismes et le résultat de cette désadaptation. Donc, vous voyez, c'est un darwinisme beaucoup plus subtil.
beaucoup plus fin, beaucoup plus intéressant que le darwinisme caricatural et brutal et sauvage dont je viens de vous parler en vous donnant les images de Manhattan, etc. Et ces gens-là, ils sont à Manhattan. Enfin, voilà, il vient régulièrement aux États-Unis. Lippmann est new-yorkais et Dewey il enseignera à Columbia. Enfin, ils sont au cœur de tout ça, vous voyez. Donc, c'est pas du tout le darwinisme social au sens où vous connaissez ici, parce qu'ici, dès qu'on parle de darwinisme et de politique, tout de suite, quelle impression ça nous fait? C'est l'horreur. C'est le nazisme. On ne mélange pas la biologie et la politique, c'est dégoûtant. En Europe, depuis après la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas le droit de passer du biologique au politique. Tout de suite, ça nous paraît monstrueux. Mais ces gens-là, ils sont dans une autre ambiance culturelle. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu? Parce que j'ai oublié oui, je pense que vous avez très bien répondu. Justement, on essayait d'arriver à partir de quoi, en fait, Dewey et Lippmann sont en désaccord, et ils ont un accord commun, vous l'avez bien marqué, sur le darwinisme. Ce darwinisme subtil qui s'inspire de Wallace et qui s'inspire de la dichotomie entre les individus et l'environnement qu'ils créent, alors qu'on a au contraire un espèce d'adaptationnisme fixe, une espèce de vulgarisation de Darwin auquel il s'oppose. Et par rapport à ça, justement, Dewey et Lippmann vont vouloir tous les deux proposer une solution, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte, comme vous l'avez dit, qu'il y a un problème d'adaptation entre les individus, le monde que les hommes ont créé, qui va trop vite, qui transforme tout, qui crée des relations énormes que aucun organisme vivant ne peut enregistrer et auquel il peut répondre. On est dans un monde où on est sursollicité. Et est-ce qu'on ne peut pas artificiellement, est-ce que la société ne peut pas créer des réponses à ça? Et chacun, Dewey et Lippmann, vont avoir des réponses différentes sur la manière dont on peut se réadapter à cet environnement qu'on a complètement dérégulé, pour employer un mot d'économie. C'est ça. Donc les deux pensent qu'il faut penser à partir de la nature, il faut penser à partir de la biologie, il faut penser à partir de Darwin, mais on ne pourra sortir de la situation pathologique qu'on a créée nous-mêmes que par des artifices. On ne va pas sortir de ça par la biologie elle-même. On ne va pas sortir de ça par la logique. Vous voyez? Donc il faut repartir, tout ça est enraciné dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de la nature. On est issu de la nature, on est des êtres qui viennent de cette histoire, mais on ne pourra s'en sortir que par des moyens artificiels qu'il va falloir inventer. Donc là, je passe du diagnostic à la thérapeutique. Quel médicament, quel traitement, une fois qu'on a vu le développement naturel de la maladie, quel traitement artificiel on va choisir? Et c'est là qu'ils sont en désaccord total. C'est sur le traitement. C'est sur les artifices qu'il faut choisir. Et alors justement, on peut peut-être revenir au rôle des experts. Justement, chez Lippmann, c'est le premier, vous l'avez dit, à influencer, parce qu'il avait un carnet d'adresses bien fourni, à influencer les dirigeants pour leur dire: créez une élite d'experts, faites diriger le monde par des gens qui savent ce qu'ils font, de telle manière que votre environnement, toutes les informations importantes soient, on va dire, soient détenues par les individus qui savent les gérer et qui savent y répondre. Créer un gouvernement, des gens qui sont bons dans tous les domaines dont la société a besoin, et ces gens-là vont faire le travail des citoyens, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les décisions politiques. Les citoyens n'ont pas besoin de savoir, ils ont juste besoin d'être dirigés, d'être de manière passive par des gens qui vont les adapter. L'environnement n'est pas adapté à notre mode de vie. Laissons faire des gens qui sont très intelligents et qui savent ce qu'ils font, nous adapter de manière passive, et nous continuons à vivre notre vie calme. Et ce qui est intéressant, enfin, dans ce que vous développez dans votre article, c'est que vous dites que finalement c'est une réponse qui n'est pas... à la fois on pourrait avoir une critique politique en disant que c'est un petit peu une forme de dictature. Est-ce qu'on est encore en démocratie si on se laisse tout le pouvoir aux experts? Mais même en termes d'environnement, est-ce que vraiment des experts, un nombre d'experts, on va dire 200, 110 experts, est-ce que vraiment ils pourraient nous sauver? Est-ce que c'est une bonne réponse adaptative, ou est-ce que pour nous adapter à l'environnement, il faut avoir une conception différente de l'adaptation en disant: est-ce que ce n'est pas les individus qui doivent eux-mêmes faire le travail? Est-ce que les experts sont une vraie solution pour nous réadapter à l'environnement? Donc alors effectivement, l'exemple ce qui a beaucoup formé Lippmann, c'est l'exemple, je vous donnais l'exemple de son rôle pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, l'Europe se déchire du fait de son nationalisme. Vous connaissez parfaitement cette histoire.
Donc l'Europe va se déchirer et ça va entraîner le monde entier dans la guerre. L'idée de Lippmann, qui sera aussi, il arrivera à être d'accord là-dessus avec le président Wilson, c'est qu'il va falloir que les États-Unis entrent dans le jeu, parce que c'est plus possible, on va à la catastrophe. Donc l'idée, c'est d'entrer dans la guerre au nom de la paix et de la démocratie. Donc l'idée, c'est que nous, en tant qu'experts, ou en tant que leaders, on connaît la bonne décision, on a des masses qui sont de plus en plus folles, donc il faut domestiquer tout ça, et on connaît la bonne direction, c'est la démocratie, la liberté et la paix. Mais comment on va faire pour convaincre ces masses folles, et totalement, qui s'intéressent qu'à, en plus, des atomes individuels qui s'intéressent qu'à eux-mêmes, hein, c'est-à-dire leur consommation, etc. Comment faire pour convaincre les Américains d'entrer dans cette guerre, dont ils n'ont que faire? Alors là, l'idée, c'est réunir, je ne sais plus combien, je suis désolée, plus d'une centaine d'experts, les meilleurs géographes, les meilleurs économistes, les meilleurs sociologues, les meilleurs psychologues, etc., dans un immense bureau qui a existé, hein, que Lippmann dirigeait, qui s'appelait l'Inquiry, l'enquête, et qui travaillait pour la Maison-Blanche, hein, pour savoir que faire dans cette affaire de guerre. C'est comme si aujourd'hui, par rapport à la Syrie et par rapport à toutes les catastrophes qui sont en train de se passer, et pour ça il faudrait que le président ne soit pas Trump, mais par exemple Obama, avait constitué un immense bureau avec les meilleurs sociologues, les meilleurs économistes, des gens formidables, intelligents, très à gauche et très sympathiques, pour qu'on n'aille pas à la catastrophe, premièrement, et ensuite, une fois qu'on voit à peu près ce qu'on doit faire en Syrie par rapport à Poutine, etc., quels symboles il faut envoyer au public? Quels sont les slogans, quels sont les termes, quelles sont les images, quels sont les clips, quels sont les outils de communication qu'il faut fabriquer. Voilà. Donc Lippmann a fait ça pour la Première Guerre mondiale. C'était un peu ça son modèle. Alors le problème, dit Dewey, c'est que cette conception des choses se heurte à différentes objections. Alors la première, c'est celle que vous avez formulée vous-même, à savoir que les experts eux-mêmes ne sont pas du tout mieux outillés que vous et moi pour savoir ce qu'il faut faire en Syrie. En fait. C'est-à-dire qu'un expert, c'est quelqu'un d'hyper spécialisé. D'accord? Alors c'est sûr, il va être hyper spécialisé, je ne sais pas moi, sur le sud de l'Irak, il connaît toute la sociologie du sud de l'Irak. C'est formidable. Mais il n'est pas mieux outillé que moi, qui ne connais rien à l'Irak, pour savoir ce qu'il faut faire en Syrie, en fait. Il connaît juste très 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 bien ceci, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. La question de savoir ce qu'il faut faire plus tard, c'est pas du champ de l'expert. L'expert, il connaît des faits, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, il peut tout à fait se tromper. Et on a des milliards d'exemples qui peuvent démontrer que les experts, quand on leur demande ce qu'il faut faire, quand on les interroge dans la presse, ils sont très désemparés, ou ils disent beaucoup de bêtises et ils se trompent. Michel Foucault, c'était plus qu'un expert, c'était non seulement un expert, il avait un champ d'expertise énorme, mais en plus c'était un très grand philosophe. Michel Foucault, il a soutenu Khomeini. Il a appelé à ce qu'on soutienne tous Khomeini en Iran. C'est un temps... D'accord? Bon, donc, les experts, voilà, premier point. Donc, déjà, il y a ce problème-là. Et puis, il y a un autre problème qui est que petit à petit, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, on va avoir des démocraties dans lesquelles vous avez d'un côté une masse qu'on tient le plus possible à distance de la réalité et de la vérité, parce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est la masse. Et puis de l'autre, un petit groupe, une élite d'experts, de dirigeants et de communicants est-ce que c'est encore une démocratie? C'est quand même un problème. Est-ce que c'est vraiment démocratique? Démocratie, ça veut dire le pouvoir du démos, du peuple. Si on considère que le peuple est devenu une masse totalement ignorante, stéréotypique, retardataire et amorphe, c'est plus le peuple qui a le pouvoir, c'est une oligarchie d'experts. C'est exactement le problème de la crise européenne aujourd'hui. La crise de l'Europe. C'est que l'Europe a été fondée sur ce modèle néolibéral de la démocratie. D'ailleurs, l'ordolibéralisme allemand, les ordolibéraux allemands, les néolibéraux allemands, étaient au colloque Lippmann, ils ont lu Lippmann, ils ont adoré Lippmann, et ils ont eu un rôle fondamental dans notre modèle politique européen.
Et aujourd'hui, on a une crise politique majeure. En grande partie liée à ça. Pas seulement, monsieur, mais en grande partie. Donc, Dewey est assez affolé par le traitement proposé par Lippmann. Il dit c'est catastrophique. Oui, c'est vrai, nous sommes tous des individus fatigués, saturés, on reçoit tellement d'informations qu'on n'y comprend rien, on a envie de regarder la télévision, des séries, etc. et faire les soldes. C'est vrai, parce que ça c'est le constat, que le citoyen comme vous et moi ne peut plus faire face à la complexité totalement anxiogène de tout ce qui arrive, parce qu'on est dans une société à laquelle on n'est pas adapté. Donc, psychologiquement, on se resserre sur j'ai envie d'acheter telle voiture, telle robe, et regarder tel film idiot pour me détendre. Et donc, petit à petit, je m'éloigne de la politique, et donc se crée le phénomène très important à l'époque, qui est toujours aujourd'hui, d'abstentionnisme massif, c'est-à-dire que les Américains votent plus. Voilà. Et au bout d'un moment, on ne s'intéresse qu'à quelqu'un qui nous dit des choses simples et débiles, et c'est la naissance de la bêtise, hein, monstrueuse. Par exemple, vous avez, de masse, par exemple, vous avez en 1925 le procès Scopes. C'est quelque chose de terrible. Où l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas parler de Darwin dans les écoles, parce que Darwin dit qu'on est tous des singes. Et donc, il ne faut surtout pas, il faut enseigner, vous savez, la Bible, etc. Et donc, l'idée, c'est que la démocratie va permettre à ce genre de choses de s'imposer. C'est-à-dire, si on dit c'est le peuple qui doit décider des programmes à l'école, d'accord, mais si le peuple pense des choses pareilles, c'est effrayant. Vous voyez? Donc, vous allez avoir soit une masse qui se désintéresse de la politique et qui ne s'intéresse que à la consommation, à son travail, etc. Soit une masse qui, quand elle s'y intéresse, fait n'importe quoi. Bon. Donc, pour Dewey, le problème, c'est justement l'existence de la masse. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est transformer la masse en une multiplicité de publics. Dewey dit oui, c'est vrai, la masse, ça existe, mais il n'y a pas que des masses, il n'y a pas qu'une masse, il n'y a pas qu'une immense masse aberrante qui va dans le discours. Il y a aussi ce que Dewey appelle des publics. Non pas un public, non pas un peuple avec un P majuscule, le peuple, vous savez, avec ces gens qui parlent directement au peuple, le peuple veut que ceci, le peuple... Non, pas du tout, dit Dewey. Ça, c'est des trucs métaphysiques, c'est des fantasmes de métaphysiciens qui s'imaginent qu'il y a le peuple. Non, il n'y a pas le peuple. Il n'y a pas non plus tout plein de citoyens hyper rationnels, qui est éduqués, etc. Effectivement, il y a ce qu'il appelle des publics. Et ça, c'est une idée géniale. C'est l'idée qu'il y a des groupes de gens qui sont affectés par des problèmes. Les mêmes problèmes. C'est des groupes de gens, ça peut être des petits groupes, des moyens groupes ou des grands groupes de gens qui sont affectés par le même problème. Je vous donne un exemple tout bête. Des gens qui sont affectés par le gaz de schiste dans leur région. Et c'est un exemple un peu simpliste, parce que c'est plus compliqué. Mais le public, c'est quoi? Le public, c'est un groupe de gens qui éprouvent ce qu'on appelle en anglais un trouble, et qui souffrent de ce trouble. Il n'y a pas de public sans problème. Mais qui, en même temps, ne s'en tient pas là, et ne s'en tient pas qu'à la colère, on a envie de tout casser, mais qui, à partir de ce trouble, de cette situation, qui est une situation qui fait souffrir, décident ensemble de trouver une solution. Et ce groupe, il va y avoir des logiques d'association, etc. Vous allez me dire, c'est utopique. Non, c'est pas utopique. Ça se produit, on le voit tous les jours. Vous avez des problèmes politiques, vous avez des gens qui s'associent et qui essaient de réfléchir ensemble à des solutions, par une sorte d'intelligence collective. Et là, l'expertise est très intéressante. L'expert, il est utilisé par le groupe. C'est pas l'expert qui dit ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Je donne un autre exemple, les groupes de malades. C'est extrêmement important dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie en santé. Par exemple, l'histoire du sida. Ça a complètement modifié. Avant le sida, dans la santé publique, vous aviez les grands experts, les labos, les grands pays, tout ce petit monde se réunissait dans des bureaux secrets, décidait la politique de santé publique pour la masse, qui n'avait rien à... D'accord? Et on demandait aux patients
son consentement, qui est très passif. On a pensé pour vous une solution, merci, signez ici, vous donnez votre consentement. Sinon, vous trouverez quelqu'un d'autre. Bon. Donc c'est un modèle très hiérarchique, où vous avez ceux qui pensent, d'un côté, et ceux qui souffrent de l'autre. Ceux qui pensent, c'est les grands professeurs et les labos et tout ça, et les ministres de la Santé, et les directeurs. Et ceux qui souffrent, c'est les patients. Mais ils font que souffrir, ils ne peuvent pas penser. D'accord? Ça, c'est un modèle très hiérarchique, qui évidemment existe toujours. Hein. Évidemment, il est encore très très puissant. Mais arrive une maladie comme le sida. Et là, vous avez tout un public de patients d'un tout autre profil que d'habitude. C'est-à-dire que c'est des gens qui, du fait de la maladie du sida, sont un peu moins dociles que d'habitude. Vous pouvez imaginer pourquoi. Parce que c'est la communauté homosexuelle, etc. Et du même coup, et que c'est une maladie qui a créé plein de problèmes sociaux, la stigmatisation, il y a eu plein de problèmes. Il y a aussi toute une histoire de discipline de la sexualité, ça touche à des choses très graves. Du même coup, il y a eu une espèce de rébellion, et ce public des malades atteints de sida a pris le pouvoir dans le monde de la santé, et a dit maintenant, c'est pas je consens. Non, non. Nous, maintenant, on est des acteurs de la santé publique. Donc on est dans les grandes réunions et on impose notre réflexion. C'est-à-dire qu'on a le sida, on est malade, on souffre, mais on réfléchit aussi. Et on va utiliser l'expertise médicale, mais on va l'utiliser, c'est pas le même rapport. Donc vous avez ça dans le monde de la santé, et le modèle sida a eu un impact, maintenant c'est en cancérologie, partout. Partout, les pratiques sont bouleversées. Je ne vous dis pas que ce nouveau modèle a complètement supplanté l'ancien, loin de là. Mais je vous dis qu'il y a un nouveau modèle qui s'est imposé dans le. Donc, ceci pour dire que pour Dewey, on est dans des choses assez proches de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que les experts sont importants, mais ils doivent être au service des publics qui cherchent par l'expérimentation une solution à leurs problèmes. Vous voyez? C'est ni, pour Dewey, le public, c'est pas un ensemble d'individus égoïstes refermés sur eux-mêmes et leur intérêt personnel. C'est pas non plus le grand peuple universel qui pense à l'universalité en permanence, genre qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble du monde et de l'humanité. C'est ni l'un ni l'autre, c'est au milieu, c'est une logique de groupe et de mobilisation de groupe qui à la fois souffre et agit. Et agit parce qu'elle souffre. Et voilà. Il y a un lien intime entre souffrance et action. Entre éprouver du négatif et trouver une solution. Voilà. Et du même coup, cette histoire de public est complètement opposée à l'idée lippmannienne que nous sommes définitivement une masse et qu'on ne pourra jamais en sortir. Donc la seule solution, c'est de confier le pouvoir à l'oligarchie. C'est exactement la limite entre ce concept de public et quelque chose comme du lobbying, par exemple? Très très bonne question. J'adore votre question, c'est exactement celle que je me pose. Et alors là, pour ça, le monde de la santé, c'est pas. Évidemment que c'est le problème. Parce que là, vous faites le pas de plus que j'osais pas faire, parce que ça ne me pas. Mais évidemment que, quand on regarde l'histoire du sida, par exemple, l'histoire de la Ligue du cancer, je parle de la France, évidemment qu'au bout d'un moment, il y a des affaires de lobbying. C'est-à-dire que c'est des groupes d'intérêt. Hein. Donc, il va y avoir toute la difficulté, ça va être de ne pas se retrouver dans dans ce biais, dans cet échec qui serait se refermer sur des intérêts égoïstes. Et c'est là que Dewey considère que l'intelligence, il faut réfléchir sur ce qu'est être intelligent. Être intelligent, ça implique une ouverture du champ par rapport à l'intérêt immédiat, etc., qui va obliger à intégrer l'intérêt des autres, hein, pour que la barque soit vivable, en fait, pour que l'affaire soit vivable. Je veux dire par là que en santé, au niveau de l'implication des patients dans la décision en santé publique, vous pouvez avoir un modèle très, voilà, moi j'ai le diabète et je vais essayer de dépouiller tous les autres patients pour que tout l'argent soit sur le diabète. Voilà. Ça, c'est une certaine manière de prendre le pouvoir
en santé publique pour que les patients, voilà, groupe mobilise, c'est très bien. Et puis le public, c'est autre chose. C'est je vais mobiliser, on va mobiliser ensemble notre intelligence pour tester des solutions pragmatiques, parce que Dewey est pragmatiste, pour tester ensemble des solutions pratiques et pragmatiques qui soient tenables dans le monde réel. C'est-à-dire que si les diabétiques prennent tout, au bout d'un moment, ça va pas marcher. En fait. Donc, ça ne fonctionnera pas. C'est une logique de prédation, au bout d'un moment, qui fait que ça fonctionne. Mais évidemment, la limite est pas ça.